La brume matinale planait lourdement sur les pavés de la place de l'Hôtel de Ville, ce 25 août. À 7h47 du matin, une seule cloche d'église se mit à sonner, le bourdon Emmanuel de Notre-Dame, sa voix de bronze portant à travers une ville qui n'avait pas entendu un tel son depuis 4 ans. La résonance de la cloche se mêlait au grondement lointain des chars Sherman, leurs chenilles raclant les rues ancestrales jamais conçues pour un tel poids. Dans l'ombre des porches, des Parisiens serraient des drapeaux tricolores qu'ils avaient de cachés dans leurs grenières et leurs caves, certains si anciens que le tissu s'effritait au toucher. L'odeur d'huile brûlée des véhicules allemands endommagés se mêlait à une autre odeur, celle du pain frais, cuit pour la première fois depuis des mois sans adjonction de sucre. Une femme à la robe élimée pressa son visage contre une fenêtre, les larmes coulant à flots tandis qu'elle regardait défiler une colonne de chars français arborant la croix de Lorraine. Elle n'avait pas vu ce symbole se déplacer librement dans sa ville depuis juin 1940. Paris avait été un trophée sans pareil dans la collection de capitales conquises par Hitler. Lorsque les forces allemandes défilèrent sur les Champs-Élysées le 14 juin, elles croyaient avoir capturé non seulement une ville, mais l'âme même de la civilisation occidentale. La parade méticuleusement orchestrée de la Wehrmacht devant l'Arc de Triomphe était destinée à démontrer la suprématie du nouvel ordre sur les démocraties décadentes. Des officiers allemands prirent des photographies sous la tour Eiffel, leurs bottes lustrées à faire miroir, leurs visages affichant les expressions satisfaites de conquérants qui croyaient que leur Reich de 1000 ans avait véritablement commencé. Ils établirent leurs quartiers généraux dans les plus beaux hôtels, le Meurice, le Crillon, le Majestic, et pendant 4 ans, la croix gammée flotta là où les tricolores français avaient autrefois ondoyé au vent. L'occupation était censée être permanente, une nouvelle réalité qui devait refaçonner la civilisation européenne sous la domination allemande. Mais à l'été 1944, cette certitude s'était effondrée comme du mortier sous le feu de l'artillerie. Les Alliés avaient débarqué en Normandie le 6 juin, et en août, leur avance vers Paris était devenue irrésistible. Pourtant, la libération de Paris ne devait jamais se produire de cette manière. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, avait explicitement prévu de contourner la ville. Sa stratégie était d'une froideur pratique. Encercler Paris, la couper et poursuivre la course vers l'Allemagne. Prendre une ville de 2 millions d'habitants exigerait des ressources colossales. Environ 4000 tonnes de ravitaillement par jour, l'équivalent de ce dont 3 divisions de combat avaient besoin. Eisenhower ne pouvait pas se permettre une telle diversion, alors que chaque gallon de carburant, chaque munition, était nécessaire pour la pousser vers le Rhin. Le haut commandement allemand, lui aussi, avait sa propre vision du destin de Paris. Hitler avait émis des ordres catégoriques au général Dietrich von Coltitz, gouverneur militaire de Paris depuis le 9 août. La ville devait être tenue à tout prix, et si elle ne pouvait l'être, elle devait être détruite. Paris ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi autrement que comme un champ de ruines, avait ordonné le Führer. Von Coltitz, un soldat de carrière qui avait supervisé la destruction de Rotterdam et participé au siège de Sébastopol, disposait des moyens d'exécuter ses ordres. Des explosifs avaient été placés à chaque pont majeur sur la Seine, à la tour Eiffel, au Louvre, à Notre-Dame. La destruction de Paris serait l'ultime acte de vengeance d'Hitler contre un monde qui avait rejeté sa vision. Pourtant, dans cette situation apparemment impossible, s'engouffra une force que ni Eisenhower ni Hitler n'avaient pleinement prise en compte. La 2e division blindée, la 2e DB de la France libre, commandée par le général Philippe Leclerc. Ce n'était pas n'importe quelle unité militaire. C'était une division née des cendres de la défaite française, forgée dans les déserts d'Afrique et animée par une promesse sacrée faite 4 ans plus tôt. Lorsque Leclerc, alors un simple capitaine nommé Philippe de Haute-Cloque,
qui s'était évadé en Grande-Bretagne et avait adopté un nom de guerre pour protéger sa famille, avait capturé la forteresse italienne de Koufra en Libye en mars 1941. Lui et ses hommes avaient prêté serment. « Nous jurons de ne déposer les armes qu'après que nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Mais avant Strasbourg, il y avait Paris, et les hommes de Leclerc ne se verraient pas refuser leur capitale. La composition de la 2e DB, comme on l'appelait, reflétait la nature mondiale de la lutte de la France pour la libération. Parmi ces 16 000 hommes figuraient des coloniaux français d'Afrique du Nord, des républicains espagnols qui avaient fui le régime de Franco, des marins français qui avaient sabordé leurs navires plutôt que de les rendre, des prisonniers de guerre évadés, et de jeunes hommes qui avaient fui la France occupée pour continuer le combat. Ils avaient des chars Sherman américains, des automitrailleuses britanniques, la détermination française et un esprit multinational qui incarnait l'alliance contre le fascisme. Chaque homme portait non seulement des armes, mais des souvenirs, de foyers abandonnés, de familles séparées, de dignités bafouées. La cloche qui sonnait de leur char n'était pas un simple signal tactique, c'était la même cloche, symboliquement, qui avait appelé la France aux armes à travers des siècles de lutte. Le voyage de la 2e DB vers Paris avait véritablement commencé le 1er août 1944, lorsque la division avait débarqué sur Utah Beach en Normandie, près de 2 mois après le jour J. Ils étaient rattachés à la 3e armée du général George Patton, et Patton, malgré sa réputation d'action agressive, partageait initialement l'avis d'Eisenhower de contourner Paris. Mais les événements allaient plus vite que la planification alliée. Le 19 août, la police parisienne se mit en grève, puis prit les armes contre leurs occupants allemands. La résistance communiste, les francs-tireurs et partisans, commença à attaquer les positions allemandes dans toute la ville. Des barricades apparurent dans les rues, construction hâtive de voitures renversées, de pavés, de meubles jetés des fenêtres, de tout ce qui pouvait arrêter une patrouille allemande. Les mêmes pavés qui avaient été arrachés pendant la Révolution de 1789, l'insurrection de 1830, la Révolution de 1848 et la Commune de 1871 furent une fois de plus transformés en armes de libération. Le général Charles de Gaulle, chef de la France libre, comprit ce que l'esprit militaire pragmatique d'Eisenhower ne pouvait pleinement saisir. Paris n'était pas seulement une ville à libérer, mais un symbole dont la chute résonnerait dans le monde entier. Si les résistants communistes libéraient un Paris seul, cela pourrait mener à un gouvernement communiste dans la France d'après-guerre. Si les Américains ou les Britanniques la libéraient, la France apparaîtrait comme une simple nation secourue, plutôt qu'un acteur de sa propre libération. De Gaulle avait besoin que des forces françaises libèrent la capitale française. Le 21 août, il menaça Eisenhower. Si les Alliés ne marchaient pas sur Paris, il ordonnerait à la 2e DB de le faire indépendamment, même si cela signifiait que les forces françaises agissaient en dehors de la structure de commandement allié. La pression politique s'ajouta à la réalité militaire. La résistance parisienne s'était soulevée trop tôt, elle ne pourrait pas tenir longtemps face aux forces allemandes sans soutien. Le 22 août, Eisenhower céda. Il autorisa la 2e DB, ainsi que la 4e division d'infanterie américaine, à avancer sur Paris. Leclerc reçut l'ordre qu'il attendait depuis 1940, marcher sur Paris. Mais il ne lui fut accordé que 6 jours pour accomplir ce qui semblait impossible, avancer sur 190 km à travers le territoire tenu par les Allemandes, entrer dans une ville de 2 millions d'habitants, défendue par 20 000 soldats allemands, et ce, tout en préservant les trésors architecturaux de la ville et en minimisant les pertes civiles. L'avance commença le 23 août, la division étant divisée en 3 colonnes, chacune empruntant une route différente vers Paris. Les groupements tactiques portaient les noms des officiers qui les menaient, Billotte, Diot et Langlade. Ils rencontrèrent une résistance allemande presque immédiatement. Barrages routiers, embuscades,
canons anti-chars dissimulés dans les vergers et derrière les haies. Les chars Sherman, chacun portant des noms choisis par leurs équipages qui reflétaient leur parcours. Austerlitz, Madrid, Tchad, Bir Hakeim, progressaient péniblement à travers de petits villages où la population sortait, malgré le danger, pour acclamer, pleurer et jeter des fleurs. Des femmes grimpaient sur les stosses pour embrasser les soldats couverts de poussière. Des hommes qui avaient caché leurs médailles de la Première Guerre mondiale pendant 4 ans les épinglaient à leur poitrine et saluaient. Des enfants qui n'avaient jamais connu une France sans soldats allemands couraient le long des colonnes, essayant de toucher les drapeaux français qui flottaient aux antennes radio. La cloche devint le son récurrent de la libération. Chaque char de la 2e DB portait une cloche, non pas officiellement, mais par une tradition et une superstition qui s'étaient développées durant leur campagne à travers l'Afrique et en Europe. Certaines étaient des cloches d'église prises sur des véhicules détruits, d'autres des cloches de navires de la marine française, des sonnailles de vaches des fermes normandes ou des clochettes de tables de position allemandes abandonnées. Alors que les chars avançaient, ces cloches sonnaient. Une cacophonie qui annonçait à chaque village que l'armée française était de retour. Le son portait à travers les champs où les soldats allemands, beaucoup d'entre eux très jeunes ou très âgés à ce stade de la guerre, n'entendaient pas seulement des cloches, mais le glas funèbre de leur régime. Dans le village de Trappes, un vieux prêtre qui avait refusé de sonner les cloches de son église pendant 4 ans grimpa dans son clocher dès l'apparition du premier char français et tira les cordes jusqu'à ce que ses mains saignent. Mais la défense allemande n'était pas une simple résistance symbolique. À tout su le noble des canons allemands de 80 mm, les redoutables 88 qui pouvaient détruire un Sherman à 1000 mètres, ouvrirent le feu sur les colonnes en approche. Le char du capitaine Dronne fut touché, tuant instantanément 2 membres d'équipage. L'avance fut stoppée. Chaque heure perdue signifiait plus de temps pour les Allemands de préparer la destruction de Paris, plus de temps pour que les résistants dans la ville soient submergés. Leclerc prit une décision cruciale. Il n'attendrait pas une attaque coordonnée. Dans la soirée du 24 août, il ordonna au capitaine Raymond Dronne de prendre sa 9e compagnie, renforcée par des républicains espagnols du 3e bataillon, et de trouver un moyen de pénétrer dans Paris par n'importe quelle route possible. La colonne de Dronne, composée de 3 Sherman, 6 half-tracks et environ 130 hommes, emprunta des routes secondaires et des raccourcis fournis par des résistants qui surgirent de l'obscurité pour les guider. Ils naviguèrent à travers Fresnes, Antony, Bourg-la-Reine, évitant les points d'appui allemands, se déplaçant comme des fantômes à travers les banlieues sud. À 21h22, le 24 août 1944, la petite force de Dronne entra dans Paris intramuros par la porte d'Italie. Ils furent les premières troupes alliées à entrer dans la capitale. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'hôtel de ville, siège du gouvernement de Paris, des fenêtres s'ouvrirent malgré le couvre-feu. Les cris de « Les Américains » se transformèrent rapidement en « Non, les Français ». Lorsqu'ils virent la croix de Lorraine sur les véhicules, les cloches de Notre-Dame commencèrent à sonner, rejointes par Saint-Gervais, puis Saint-Méry, puis par les églises de toute la ville dans une cascade de voix de bronze qui avaient été silencieuses pendant 1532 jours. Les soldats allemands à Paris entendirent ces cloches et en comprirent la signification. Beaucoup étaient arrivés en conquérant en 1940, de jeunes hommes convaincus de bâtir un nouvel ordre européen. Maintenant, ils se terraient dans leur point d'appui, entendant les cloches se mêler au bruit des moteurs de chars et aux tirs sporadiques. Le soldat de première classe Hans Meyer, 19 ans, de Bavière, écrivit dans une lettre qui ne fut jamais envoyée. « Les cloches sonnent comme elles le faisaient dans mon village quand j'étais enfant, mais ici elles sonnent pour notre fin. Nous sommes venus en maîtres et partons en criminels.
Les Français nous regardent avec une telle haine. On nous a dit que nous apportions l'ordre et la culture. Nous n'avons apporté que la souffrance. La transformation des perceptions était totale. Des conquérants aux occupants, puis aux vaincus. Général von Coltitz fut confronté à son moment de décision. Il avait reçu un appel direct du quartier général d'Hitler. « Paris brûle-t-il » exigeait Hitler. Von Coltitz, depuis son quartier général à l'hôtel Meurice, regarda par la fenêtre, vit les chars français dans les rues, entendit les cloches sonner et fit un choix qui sauva l'une des grandes cités de la civilisation. Il ne donnerait pas l'ordre de détruire Paris. Plus tard, il prétendrait avoir compris que la guerre était perdue et ne voir aucun objectif militaire à cette destruction. D'autres suggèrent qu'il fut ému par la beauté de la ville ou craignait des représailles après-guerre. Peut-être était-ce simplement que le son des cloches de la libération avait éveillé quelque chose d'humain chez un homme qui avait pourtant supervisé de terribles destructions ailleurs. Le 25 août, le gros de la 2e DB pénétra dans Paris par plusieurs directions. Les combats furent intenses mais localisés. Des points d'appui allemands à l'école militaire, au Quai d'Orsay, au Jardin du Luxembourg, aux Tuileries. Les chars français, baptisés du nom de « Victoire » et de « Colonie française », tiraient sur les positions allemandes tout en s'efforçant de minimiser les dégâts sur des bâtiments vieux de plusieurs siècles. Les canons de 75 mm de Sherman, conçus pour détruire les blindés ennemis, furent utilisés avec une précision chirurgicale contre les nids de mitrailleuses, tout en protégeant des monuments qui appartenaient non seulement à la France, mais à l'humanité. Au Grand Palais, des snipers allemands s'étaient postés sous la verrière. Plutôt que de détruire le bâtiment, les forces françaises se coordonnèrent avec les résistantes qui connaissaient chaque entrée et sortie, le nettoyant pièce par pièce. Les combats de rue révélèrent l'étrange intimité de la guerre urbaine. Des soldats allemands qui avaient vécu à Paris pendant des années se retrouvèrent soudain à combattre dans les rues qu'ils avaient arpentées en tant qu'occupantes. Les forces françaises luttaient pour libérer des cafés où ils avaient rêvé de s'asseoir librement, des monuments qu'ils n'avaient vus qu'en photo ou dans des souvenirs d'avant-guerre. Place de la Concorde, l'équipage d'un canon anti-char allemand tint bon pendant 3 heures, leur commandant insistant pour qu'ils remplissent leur devoir même si les chars français les encerclaient. Quand ils se rendirent finalement, l'officier allemand, les larmes coulant sur son visage, tendit son pistolet à un capitaine français et dit dans un français parfait « J'ai étudié à la Sorbonne avant la guerre. J'ai aimé cette ville. Pardonnez-moi. » Le capitaine français prit l'arme mais n'offrit aucune absolution. La libération ne fut pas seulement une opération militaire, mais une révolution psychologique. Des femmes qui avaient été forcées de servir des officières allemandes dans des hôtels réquisitionnés aidaient maintenant à construire des barricades. Des enfants qui avaient grandi en ne voyant que des uniformes allemandes observaient des soldats français et américains partager leurs rations. Les cloches continuaient de sonner, et à chaque heure, davantage de Parisiens sortaient de chez eux. Ils avaient caché leur véritable identité pendant 4 ans. Leurs opinions, leur loyauté, leurs drapeaux, leurs cloches. Maintenant, tout cela jaillissait dans un flot d'émotions que les historiens militaires ont du mal à quantifier, mais que les témoins n'oublièrent jamais. Les républicains espagnols de la 9e compagnie, dont beaucoup avaient fui l'Espagne après y avoir combattu le fascisme, se retrouvaient à libérer la capitale de la nation qui leur avait donné refuge. Leur half-track Ebro arborait à la fois les drapeaux français et républicains espagnols. Ces hommes avaient perdu leur propre pays face au fascisme, mais aidaient à rendre sa liberté à un autre. L'un d'eux, Francisco Pinto, écrivit à sa mère en exil. « Nous n'avons pas pu sauver Madrid, mais aujourd'hui nous avons libéré Paris. Les cloches ici sonnent comme elles sonnaient autrefois à Barcelone, avant la guerre. Peut-être qu'un jour elles sonneront à nouveau pour l'Espagne. » Dans l'après-midi du 25 août, von Coltitz signa la reddition à la gare Montparnasse,
quartier général temporaire de Leclerc. Étant présent Leclerc pour les Français et le colonel Roll Tanguy pour la Résistance, le document était simple, mais sa signification profonde. Paris était libre. Le général allemand, qui avait détruit des villes sur ordre d'Hitler, avait finalement refusé de détruire Paris. Alors qu'il était emmené prisonnier, il passa devant un char français nommé « Mort aux vaches », vieille expression argotique française pour « mort aux Allemanden », et son équipage se tenait au garde à vous. Ils ne le saluèrent pas, mais ils ne le huèrent pas non plus. Le moment était trop solennel pour l'honneur ou la haine. Les pertes de la 2e DB pour la libération de Paris s'élevèrent à 71 tués et 225 blessés. Les pertes allemandes furent d'environ 300 tués et 800 prisonniers. Mais l'arithmétique de la guerre ne peut capturer ce que ces 6 jours signifièrent. Le général de Gaulle arriva à Paris le 25 août, et le 26 août, il mena une parade de la victoire sur les Champs-Élysées, malgré des snipers allemands encore actifs dans la ville. La 2e DB assura la sécurité, ses chars positionnés à des points stratégiques, ses cloches silencieuses désormais, mais prêtes à sonner à nouveau si nécessaire. On estime à 2 millions le nombre de Parisiens qui remplirent les rues, beaucoup pleurant ouvertement, certains s'évanouissant d'émotion, d'autres se tenant avec une dignité silencieuse au passage des forces françaises. Les cloches avaient été le fil conducteur de la libération. Des cloches d'église cachées que les résistants avaient protégées de la réquisition allemande, aux cloches des chars français qui annonçaient leur arrivée, jusqu'au grand bourdon de Notre-Dame qui proclamait la liberté. Ces cloches reliaient la libération de 1944 à chaque moment de l'histoire de France où le peuple s'était soulevé pour sa liberté. C'étaient les mêmes cloches qui avaient sonné pour la fin de la guerre de 100 ans, pour la Révolution, pour la victoire de 1918. Maintenant, elles sonnaient pour une nouvelle génération qui avait appris le prix de la liberté en la perdant. Mais la libération de Paris fut plus qu'une victoire française. Ce fut un moment où l'arsenal de la démocratie, comme Roosevelt avait appelé la puissance industrielle américaine, fusionna avec l'esprit de la France libre pour accomplir quelque chose que la logique militaire disait impossible. Les Charles Sherman qui transportaient des équipages français étaient des produits des usines de Detroit. Le carburant qui les alimentait provenait de raffineries américaines. Les munitions qu'ils tiraient étaient fabriquées dans des usines de la Pennsylvanie à la Californie. Pourtant, ce furent des mains françaises qui les conduisirent, des voix françaises qui les commandèrent, et des cœurs français qui alimentèrent la volonté d'atteindre Paris en 6 jours impossibles. Les soldats allemands qui se rendirent à Paris avaient connu une profonde transformation. Ils étaient arrivés en croyant à la supériorité de leur cause, à l'inéluctabilité de leur victoire, à la justesse de leur nouvel ordre. Ils repartirent en comprenant qu'aucune idéologie bâtie sur l'oppression ne pouvait finalement triompher du désir humain de liberté. Le capitaine Wilhelm Schneider, fait prisonnier au jardin du Luxembourg, écrivit dans ses mémoires d'après-guerre « Nous avions les meilleurs chars en 1940, les meilleures tactiques, la meilleure organisation. Mais nous n'avions pas de meilleures convictions. Les cloches qui sonnaient pour la libération de Paris n'annonçaient pas seulement notre défaite militaire, mais la défaite de tout ce qu'on nous avait dit de croire. Comment pouvions-nous, nous qui prétendions apporter l'ordre, rivaliser avec ces cloches qui sonnaient la joie? La libération révéla l'étrange démocratie de la guerre et de la liberté. La 2e DB comptait des aristocrates français et des coloniaux africains, des communistes espagnols et des catholiques conservateurs, des juifs qui avaient caché leur identité et des musulmans d'Algérie, des intellectuels athées et des prêtres dévots qui servaient d'aumôniers. Ils étaient unis non par le sang ou l'idéologie, mais par un engagement commun envers la libération. Les cloches qu'ils portaient sur leurs chars étaient aussi diverses qu'eux-mêmes. Cloches d'église et cloches de navire, clochettes de vaches et sonnettes de table, toutes sonnant ensemble dans une symphonie de liberté,
qu'aucun chef d'orchestre n'aurait pu orchestrer. La rapidité de la libération, 6 jours entre l'ordre d'avancer et la reddition de von Choltitz, défia toutes les attentes militaires. On avait dit à Leclerc qu'il était impossible d'atteindre Paris aussi vite, que la guerre urbaine prendrait des semaines, que la ville serait détruite dans les combats. Au lieu de cela, la 2e DB prouva que la détermination pouvait l'emporter sur l'arithmétique, que les victoires symboliques pouvaient avoir des effets pratiques, que le son des cloches pouvait être aussi puissant que celui des canons. Ils avaient parcouru 193 kilomètres, 120 miles, combattu à travers une douzaine de points d'appui allemands, pénétré dans une ville de 2 millions d'habitants, et ce, tout en préservant non seulement des bâtiments, mais l'idée même de Paris. Les suites de la libération révélèrent sa complexité. Tous ceux qui prétendaient avoir été résistants n'avaient pas réellement résisté. Tous ceux qui furent accusés de collaboration n'avaient pas réellement collaboré. L'épuration, la purge des collaborateurs, coûterait des milliers de vies, certaines justifiées, d'autres le résultat de vendettas personnels déguisés en justice. Des femmes qui avaient eu des relations avec des soldats allemands se firent raser la tête sur les places publiques, tandis que les foules les ouaient. Les mêmes cloches qui avaient non sonné pour la libération sonnaient parfois pour des exécutions. La 2e DB, son travail terminé, se dirigea vers Strasbourg, laissant Paris démêler les ambiguïtés morales que 4 années d'occupation avaient créées. Pourtant, la libération de Paris par la 2e DB demeure un moment de pure clarté historique. Ce fut le moment où la France revendiqua non seulement sa capitale, mais aussi son rôle d'acteur sur la scène internationale. La photographie d'un char français devant l'Arc de Triomphe remplaça l'image des troupes allemandes défilant devant lui. Le drapeau tricolore flotta là où la croix gammée avait été accrochée. Les cloches sonnèrent là où le silence avait été imposé. Ce fut la preuve que l'occupation, aussi totale qu'elle puisse paraître, est toujours temporaire lorsqu'elle contredit le désir fondamental de l'esprit humain pour la liberté. Les dernières troupes allemandes quittèrent Paris le 27 août 1944, des restes dispersés tentant d'atteindre les lignes allemandes. Certains furent tués par les résistantes, d'autres capturés par les forces alliées en progression, quelques-uns réussirent à s'échapper. Mais tous entendirent les cloches alors qu'ils fuyaient, un son qui hanterait ceux qui survécurent pour le reste de leur vie. Les cloches annoncèrent non seulement la libération d'une ville, mais le début de la fin pour le Troisième Reich. Si Paris pouvait être libéré, alors Bruxelles, Amsterdam, Copenhague, Varsovie, Prague, et même Berlin elle-même le pouvaient aussi. Le général Leclerc, qui avait commencé comme le capitaine de haute cloque fuyant une France défaite, avait tenu sa promesse. La 2e DB allait ensuite libérer Strasbourg le 23 novembre 1944, accomplissant le serment de Kufra. Mais Paris fut le sommet émotionnel, le moment où la France libre prouva qu'elle pouvait non seulement participer à sa libération, mais aussi la diriger. Les 6 jours impossibles avaient été rendus possibles par la convergence de la puissance industrielle américaine, du soutien du renseignement britannique, du courage de la résistance et de la détermination française. Les cloches qui sonnaient de leurs chars n'annonçaient pas seulement une victoire militaire, mais le triomphe d'une idée. Que la liberté, une fois goûtée, ne peut jamais être supprimée de façon permanente. Des années plus tard, les vétérans de la 2e DB se rassembleraient le 25 août pour se souvenir. Ils apporteraient des cloches, certaines les cloches originales de leurs chars, d'autres des remplacements symboliques. Ils les feraient sonner à l'instant exact où la colonne de drones était entrée dans Paris. Le son porterait à travers la place de l'Hôtel de Ville, où touristes et Parisiens s'arrêteraient pour écouter, la plupart ne connaissant pas la signification exacte, mais comprenant que les cloches sonnant à Paris signifiaient toujours quelque chose d'important. Les vétérans diminuaient chaque année, les cloches se faisaient plus silencieuses, mais le souvenir demeurait fort.
La libération de Paris nous enseigne que les impossibilités militaires peuvent devenir des inévitabilités historiques lorsque la cause est juste et que la volonté est forte. Les occupants allemands avaient cru que leur supériorité organisationnelle, leur domination militaire, leur théorie raciale créeraient un nouvel ordre permanent. Ils découvrirent qu'aucune force ne peut supprimer de façon permanente le désir humain de dignité et de liberté. Les cloches qui sonnaient depuis les chars français n'étaient pas seulement des instruments de communication, mais des articulations d'une vérité irrépressible, que la liberté reportée n'est pas une liberté niée. Les républicains espagnols qui ont aidé à libérer Paris n'ont jamais vu leur propre pays libéré de leur vivant. La dictature de Franco leur survécut à la plupart d'entre eux, mais leur présence lors de la libération montra que la lutte pour la liberté transcende les frontières nationales. Les coloniaux africains qui conduisirent les chars français à travers Paris allaient plus tard se battre pour l'indépendance de leur propre nation, ayant appris que la libération était possible. Les soldats juifs qui avaient caché leur identité pour combattre avec la France libre allaient contribuer à la création d'Israël en portant avec eux les leçons de la résistance. Les cloches de la libération, une fois sonnées, résonnent à travers l'histoire de manière que ni les libérateurs ni les opprimés ne peuvent pleinement prédire. Dans le contexte plus large de la Seconde Guerre mondiale, la libération de Paris fut un engagement relativement mineur. Elle ne détruisit pas d'armées entières comme Stalingrad, n'ouvrit pas de nouveaux fronts comme le jour J, n'impliqua pas les batailles de chars massives de Kursk. Pourtant, elle eut un retentissement mondial parce que c'était Paris, la ville qui avait symbolisé la civilisation occidentale, les valeurs des Lumières et l'accomplissement culturel. Sa libération par les forces françaises, rendue possible grâce à l'équipement américain et au soutien des Alliés, démontra que la lutte contre le fascisme n'était pas seulement une question de puissance militaire, mais aussi de valeurs et de symboles. Les cloches qui sonnèrent le 25 août 1944 annonçaient que la civilisation survivrait à l'assaut de la barbarie. Aujourd'hui, les cloches de Paris sonnent pour les célébrations et les commémorations, pour les mariages et les funérailles, pour les triomphes et les tragédies nationales. Mais dans leur voix de bronze résonne encore l'écho d'août 1944, quand elles annonçaient qu'une ville condamnée à la destruction vivrait, qu'une nation déclarée vaincue se relèverait, que des forces jugées impossibles à arrêter seraient repoussées. La 2e division blindée avait 6 jours pour faire l'impossible. Elle le fit en 5. Le 6e jour était pour les cloches, pour les larmes qui coulaient, pour que le monde comprenne que Paris était libre. Le char Sherman Romilly, qui fut parmi les premiers à entrer dans Paris, repose aujourd'hui dans un musée, ses chenilles immobiles, son canon silencieux. Mais si vous regardez attentivement, vous pouvez voir où son équipage a soudé une petite cloche à côté de l'écoutille du commandant. C'est une clochette de table, prise dans une messe d'officiers allemands en Normandie, rudimentaire et utilitaire comparée aux grandes cloches de Notre-Dame. Pourtant, elle a retenti dans les rues de Paris le 25 août 1944, ajoutant sa voix au cœur de la libération. Cette cloche, petite et oubliée par la plupart de ceux qui passent devant l'exposition, porte en son bronze silencieux toute l'histoire de la libération. La transformation d'objets quotidiens en instruments de liberté, la convergence des volontés individuelles en actions collectives, la preuve que ce que les planificateurs militaires appellent impossible, l'histoire l'appelle inévitable lorsque les peuples libres refusent d'accepter l'oppression. La libération de Paris ne fut pas seulement l'œuvre des 16 000 hommes de la 2e division blindée, même s'ils fournirent la force militaire. Ce ne fut pas seulement l'œuvre de la résistance, même si elle apporta les renseignements et le soutien. Ce ne fut pas seulement l'œuvre de Gaulle et Leclerc, même s'ils assurèrent le leadership et la vision. Ce fut l'œuvre de chaque personne qui avait caché un drapeau, protégé une cloche, maintenu sa dignité sous l'occupation
et crut qu'un jour les cloches sonneraient à nouveau pour la liberté. Quand elles sonnèrent enfin le 25 août 1744, elles sonnèrent pour eux tous, les vivants et les morts, les combattants et les soutiens, les Français et leurs alliés, tous ceux qui avaient gardé la foi que le son de la libération finirait par couvrir le bruit de la marche de l'occupation. Les 6 jours impossibles d'août 1944 nous rappellent que la liberté n'est pas accordée, mais prise, non pas donnée, mais gagnée, non pas proclamée, mais conquise avec des chars et des cloches, avec courage et détermination, avec la volonté de tenter ce que d'autres appellent impossible. Les cloches qui ont sonné pour la libération de Paris continuent de sonner aujourd'hui dans chaque endroit où les gens refusent d'accepter l'oppression comme permanente, où ils croient que la dignité vaut la peine d'être défendue, où ils comprennent que le son de la liberté, une fois entendu, ne peut jamais être vraiment réduit au silence. La 2e division blindée a prouvé en 6 jours ce que l'histoire enseigne sans cesse, mais que le pouvoir oublie constamment, que les cloches de la libération, aussi longtemps qu'elles soient supprimées, sonneront toujours à nouveau.